Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Mettre des mots sur les mots. Aujourd'hui, on va rentrer rapidement dans le sujet. On parle de l'autisme, particulièrement du syndrome de l'Asperger. J'ai une invitée qui attend en coulisses, qui s'appelle Annie, qui va venir nous parler de son syndrome de l'Asperger, qui va venir nous sensibiliser par rapport à ça. Si vous êtes intéressé à passer à mettre des mots sur les mots, si vous avez, je ne sais pas moi, un témoignage, vous avez un diagnostic, vous voulez sensibiliser les gens par rapport à quelconque situation, vous avez vécu une histoire et vous voulez partager ça, je vous invite à m'écrire à cette adresse courriel que vous allez voir défiler en bas de l'écran, patty.protonmail.com. Vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin d'être, peu importe, vous n'avez pas besoin d'être connu, OK? Moi, je veux vraiment interviewer des gens qui ont quelque chose à raconter. C'est ça qui est important. Alors, n'hésitez pas. Je ne suis jamais intrusive dans mes questions. Écrivez-moi, on va prendre rendez-vous. L'entrevue dure environ 1 heure. C'est très casual, c'est très relax et ça permet à une multitude de gens d'apprendre à connaître votre témoignage, votre récit et de prendre connaissance de choses qui sont très importantes. Comme aujourd'hui, l'autisme. En 2024, bientôt 2025. C'est quoi qu'on a comme conception dans notre tête de l'autisme? Bien, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des préjugés ou qui ont des jugements par rapport à ce qu'ils croient que c'est. Mais aujourd'hui, on va démystifier ça. Avant de vous présenter mon invité, je vais vous donner, bien entendu, une définition de l'autisme. Alors, attendez un instant, on va arrêter ça, OK? Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, là, écrivez-moi, OK? On passe tout de suite à notre sujet principal. C'est quoi l'autisme? C'est quoi l'Asperger? Syndrome de l'Asperger. Alors, je vais vous montrer quelque chose à l'écran, OK? On tombe ici, bien entendu, sur le site de passeportsanté.net. Le syndrome de l'Asperger, c'est un trouble de la famille de l'autisme, donc un trouble envahissant du développement, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ça, l'autisme. Et ça touche entre 350 000 et 600 000 personnes à travers le monde et ça se manifeste dès l'enfance. Donc, les sujets atteints par ce syndrome ont des difficultés à se sociabiliser et à interagir avec les autres personnes. Il s'agit, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde neurotypique, d'un handicap chronique qu'on ne peut pas guérir. C'est un trouble neurologique. Ce n'est pas un trouble de santé mentale à proprement parler, même s'il fait partie du DSM. OK? On va parler également de quelque chose d'important. Quand on parle des personnes qui sont Asperger ou des personnes même qui ont un TDAH, on va parler de quelque chose qui est neuroatypique, neurodivergent, pour utiliser les termes un peu plus anglophones. Donc, on parle d'une divergence au niveau neuro. OK? Donc, mon cerveau fonctionne sur un processeur qui est différent. C'est ça qu'on veut dire. Donc, on vit dans un monde qui est neurotypique et les personnes qui font partie du spectre sont considérées comme étant des personnes neuroatypiques ou neurodivergentes. Donc, le syndrome Asperger, c'est un trouble neurologique du spectre autistique qui touche le cerveau et qui fait partie des troubles envahissants du développement. Les garçons sont davantage exposés que les filles. On parle de 4 à 5 fois plus. Et les causes de la maladie sont vraiment inexpliquées, bien que les facteurs génétiques, l'hérédité, soient souvent mis en avant. Les troubles associés au syndrome Asperger résultent d'une mauvaise transmission entre la réception et le traitement des informations au niveau du cerveau. Cette anomalie entraîne une perception différente de la vie et du monde qui l'entoure par le patient et des anomalies dans les interactions entre les personnes. Là, je vais vous présenter une vidéo, OK?
c'est une vidéo, c'est une courte vidéo qui n'est pas très longue. Et l'objectif, dans le fond, de vous présenter cette vidéo-là, c'est juste en fait de compléter la définition. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important pour les parents. Comprendre les différences entre l'autisme et le syndrome d'Asperger. Décortiquons cela ensemble de manière simple et accessible. Tout d'abord, parlons de l'autisme. Le trouble du spectre autistique, ou TSA, est un trouble du développement. Il affecte la façon dont une personne communique et interagit avec le monde qui l'entoure. Les signes apparaissent souvent dès la petite enfance et peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains enfants peuvent avoir des difficultés dans les interactions sociales, adopter des comportements répétitifs ou manifester un intérêt intense pour des sujets spécifiques. Ils peuvent également présenter des sensibilités sensorielles, comme être submergés par des bruits forts ou des lumières vives. Passons maintenant au syndrome d'Asperger. Il est en fait considéré comme faisant partie du spectre autistique, mais il est souvent perçu comme une forme plus légère d'autisme. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger ont généralement une intelligence moyenne à supérieure, et ne présentent généralement pas de retard dans le développement du langage. Cependant, elles rencontrent tout de même des difficultés dans les interactions sociales et peuvent avoir des comportements répétitifs ou des intérêts restreints. Vous remarquerez peut-être qu'elles sont passionnées par des sujets spécifiques et peuvent en parler en détail. Alors, quelle est la principale différence? Elle se résume principalement au développement du langage et des capacités cognitives. Les enfants autistes peuvent présenter des retards importants de langage ou des déficiences intellectuelles, tandis que ce n'est généralement pas le cas pour les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Cependant, les deux groupes partagent des difficultés dans les compétences sociales et les comportements répétitifs. Comprendre ces différences est crucial car cela nous aide à mieux accompagner nos enfants. Si vous pensez que votre enfant pourrait se trouver sur le spectre, une intervention précoce est essentielle. Chaque enfant est unique, et un soutien personnalisé peut faire une énorme différence dans son développement et sa qualité de vie. Cela peut inclure des thérapies, un soutien éducatif et un apprentissage des compétences sociales. N'oubliez pas que le plus important pour aider votre enfant à s'épanouir est d'être informé et proactif. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé pour obtenir des conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aidera dans votre parcours de parent. Restez informés et continuez à défendre vos petits. À la prochaine. Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage de personnes à l'autisme et au syndrome d'Asperger. Partagez cette vidéo et rejoignez-nous dans cette mission importante. Alors voilà, c'était une vidéo quand même assez courte qui faisait un résumé entre l'autisme et Asperger. Donc, si vous avez bien compris, Asperger, ça fait partie du spectre de l'autisme. Quand on parle du spectre ou du spectrum en anglais, ça veut dire que c'est comme un spectre, OK? Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que toute personne qui est neurodivergente ne s'équivale pas, OK? C'est pas ah, c'est ça exactement la neurodivergence ou c'est ça exactement l'autisme. Parce que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, vous allez avoir des autistes qui vont avoir des grandes capacités langagières, d'autres qui vont avoir une incapacité à parler. Vous allez avoir des autistes qui vont avoir une déficience intellectuelle, d'autres qui n'en auront pas. Comme vous avez pu constater dans la vidéo que je viens de vous présenter, quand vous avez le syndrome de l'Asperger, ça vient automatiquement sans déficience intellectuelle. C'est la distinction. Et on va regarder ici, pour terminer. Ça, c'est un site canadien, OK? Donc, le gouvernement du Canada. L'autisme, c'est quoi l'autisme? Les signes, les caractéristiques de l'autisme, appelé aussi le trouble du spectre de l'autisme ou le TSA, peuvent varier considérablement et apparaître à différents moments dans la vie. Mais en général, les premiers signes se manifestent vraiment en bas âge, OK? Donc, jusqu'à l'âge de 12 mois, les signes de l'autisme peuvent comprendre l'absence ou la quasi-absence de babillage,
l'absence ou la quasi-absence de contact visuel, l'intérêt plus poussé pour les objets plus que pour les personnes, l'impression que l'enfant n'écoute pas quand on lui parle directement, la manipulation de jouets exécutés de manière inhabituelle ou limitée, la répétition de mouvements avec les doigts, les mains, les bras, la tête, l'acquisition de compétences du langage suivie de l'arrêt de la progression ou la perte de ces compétences. Jusqu'à l'âge de 2 ans, les signes de l'autisme peuvent également comprendre un champ d'intérêt très précis. Vous allez voir que chez les autistes, chez les neurodivergents, il y a ce qu'on appelle des fixations, OK? Des intérêts très, très, très poussés, puis quasiment aucun intérêt pour tout ce qui concerne le reste. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on dit un champ d'intérêt très précis. L'absence ou la quasi-absence d'intérêt envers les autres enfants, des problèmes de comportement comme l'automutilation ou l'enfermement. La répétition de mots et de phrases sans donner l'impression de les comprendre, la difficulté à composer avec les interactions sociales réciproques, comme jouer à coucou, puis l'absence de flexibilité, comme toujours vouloir manger le même aliment constamment. Et là, ils disent ici, les signes possibles de l'autisme à tout âge peuvent comprendre, encore une fois, une quasi-absence de contact visuel, des réactions distinctes aux lumières, éclairage, saveur, odeur, son, couleur, texture. C'est tous les sens. Pourquoi? Pourquoi les sens? Parce qu'on parle du système cognitif. Le système cognitif englobe tous les sens, la perception, hein? Également la mémoire, également tout ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que les personnes qui sont neurodivergentes ont un système cognitif qui diverge, qui est différent. Et c'est pour ça que certaines lumières peuvent agresser certains sons, certaines odeurs. Donc, si c'est le cas avec votre enfant, peut-être de regarder de ce côté-là. Des intérêts, encore une fois, très spécifiques, la répétition de mots ou de phrases qu'on appelle des écholalies. Donc, ça peut être de toujours répéter la même phrase ou de répéter le même mot, de dire, par exemple, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je donne un exemple comme ça. Puis c'est non volontaire, OK? Là, c'est ça qu'il faut comprendre. La répétition de comportements tels que des mouvements de rotation, donc ils ont des tics souvent, la communication non verbale ou des retards de développement du langage, des réactions intenses aux changements mineurs dans la routine et l'environnement. Donc, les personnes qui sont autistes, elles ont besoin d'une routine et elles ont besoin que les gens ne perturbent pas leur routine parce qu'elles peuvent décompenser, elles peuvent littéralement faire des crises si elles n'ont pas là, si leur routine est interrompue, OK? Donc, bien entendu, là, pour tout ce qui est question d'évaluation, tout ce qui concerne les troubles envahissants du développement, le TDAH, etc., normalement, c'est pris en bas âge, OK? Donc, il faut aller faire diagnostiquer votre enfant pour obtenir des services appropriés. C'est sûr que si vous avez un enfant qui a de l'autisme, il faudra de votre côté aller chercher de l'aide avec ça. Parce qu'il va y avoir des difficultés au niveau, comme je le dis, là, ça peut être au niveau du langage, ça peut être au niveau là, des sens, etc. Donc, allez chercher, bien entendu, de l'aide. Malheureusement, si vous êtes au Québec, vous savez que c'est très limité, que c'est très compliqué, que c'est difficile. Ne perdez pas espoir. Si vous êtes une maman puis que vous avez des enfants qui ont de l'autisme, ne perdez pas espoir. Poussez, défoncez les portes. Il faut qu'il y en ait des services. Hein? On en a des professionnels, mais malheureusement, sont soit surchargés ou soit que, bon, ils ne travaillent pas dans la même région ou ils ne sont pas au Québec. Mais c'est ça. Donc, ça c'est vraiment ce qui concerne l'autisme en général. Là, comme je vous ai dit, bien entendu, l'autisme et le syndrome Asperger. Le syndrome Asperger, la différence, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, en général, les gens qui sont Asperger réussissent quand même à se maintenir dans la société.
je ne veux pas dire qu'ils vont réussir de manière financière ou quoi que ce soit, mais je ne veux pas dire non plus qu'ils ont du succès, mais ce que je peux dire, c'est ce sont des gens qui passent des fois incognito. On ne pourrait pas le deviner. Là. Ça, c'est pas écrit dans leur front qu'ils sont autistes, OK? Alors, bien entendu, pour obtenir le diagnostic, il faut vous rendre, il faut une évaluation normalement par un neuropsy ou un médecin qui est spécialisé là-dedans. Alors, vous allez voir un pédiatre, vous allez, de votre côté, si vous ne pouvez pas avoir accès à un pédiatre ou un médecin, il faut faire affaire avec un neuropsychologue. Et là, il faut payer pour ça. Et vous allez avoir le diagnostic officiel, OK? Alors, ça ressemble pas mal à ça pour les définitions, pour c'est quoi exactement l'autisme, la différence avec le syndrome de l'Asperger. Donc, je vais maintenant vous présenter Annie qui voulait se faire introduire comme étant une artiste. Elle est également une YouTuber. C'est une femme qui vit au Japon. Et elle va nous décrire, elle va nous faire un témoignage sur comment qu'elle vit ça au quotidien, d'avoir le syndrome de l'Asperger, d'être autiste. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invitée, Annie. Bonjour ou bonsoir plutôt, Annie. Comment ça va? Ben, bonsoir chez toi. Moi, c'est le matin au Japon. Alors, je vous présente à tous les auditeurs Annie, qui vient aujourd'hui pour nous parler de l'autisme, plus particulièrement du syndrome de l'Asperger. Alors, merci d'abord, Annie, de bien vouloir passer une entrevue avec moi aujourd'hui, de vouloir témoigner. Je crois que c'est très important pour les auditeurs d'entendre plusieurs témoignages. Comme je disais un petit peu plus tôt, c'est sûr que chaque personne est différente. Hein? L'autisme, même le syndrome Asperger, une personne peut être différente d'une autre. Mais ça va être très intéressant aujourd'hui d'entendre ton témoignage. Alors d'emblée, je te demanderais, pourrais-tu nous dire qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie pour que nos auditeurs un peu apprennent à te connaître? Donc, je te laisse la parole. Bon, je me présente, je m'appelle Annie et puis je suis québécoise, expatriée au Japon depuis plusieurs années. Donc, je gagne ma vie ici au Japon en enseignant le français, la conversation française et la conversation anglaise. Et je suis aussi freelance à la maison. Ça, c'est ma salle de classe chez moi, mais j'ai aussi des cours que je donne dans différentes écoles privées dans la ville. Et je suis aussi artiste à mes heures de loisirs. Je vends aussi des accessoires ou des toiles qui sont en rapport aussi beaucoup avec la mythologie japonaise. Donc, ça, on peut voir que c'est la représentation d'un shakoki-dogu qui était une espèce d'idole dans la période préhistorique japonaise. Donc, ça, c'est Bali. C'est pas Ça, c'est vraiment toutes japonais. les œuvres que tu fais, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ça, c'est de l'abstrait. J'aime beaucoup l'abstrait. Très intéressant. Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que Oui, je fais toutes sortes de choses. Il y a des œuvres numériques là-dedans que j'utilise Photoshop, Adobe, et aussi, bien sûr, des peintures à l'huile, à l'acrylique, Technic Mix, avec toutes sortes de matériaux différents assemblés ensemble. Je m'excuse, j'ai un rhume, donc je parle énormément du nez. Pas de problème. Ça court ces temps-ci. Ben Donc, oui. c'est beaucoup aussi des représentations numériques, parfois des rêves que je fais. Très intéressant. Donc, toi, tu vis au Japon actuellement. Oui. Et tu es aussi une femme mariée? Oui, effectivement, avec un Japonais qui, lui aussi, est Asperger. Intéressant. Tu pourras nous parler plus tard de tout ça. Toi, tu n'as pas passé, dans le fond, toute la période du COVID au Québec. Non,
Non, non, j'étais bien ici au Japon, donc la situation, elle était très différente, beaucoup moins anxiogène que ce qu'on pouvait voir ou lire sur ce qui se passait, par exemple, au Québec ou en France. J'ai beaucoup d'amis virtuels qui sont en Europe, donc en Belgique, en France, en Suisse. Donc, on voyait bien que la situation, elle était très différente. Donc, ici, au Japon, il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas eu de port de masque obligatoire parce que moi, ben, avec ma condition, de toute façon, je ne peux pas porter de masque. Hein. Je viens en état de panique et c'est vraiment inconfortable pour moi d'avoir ça dans le visage. Je ne pourrais pas tout simplement pas fonctionner. Ça ferait, comme Mhm. on dit en anglais, freeze. Donc, Mhm. j'ai pu négocier pour porter ce qu'on appelle une visière. Tu sais, c'est une visière, j'en ai pas à côté de moi, j'ai tout serré ça, mais bon, c'est un truc qu'on met comme des lunettes, là. Oui. Et il y avait comme autrement dit, une visière par-dessus. Et j'ai pu négocier avec l'employeur pour que je puisse porter ça parce que vraiment, le masque, ben, j'aurais pas pu fonctionner avec ça. Et OK. je veux dire, à l'extérieur, il n'y avait aucune restriction par rapport au port de masque à l'extérieur. Bien sûr, quand on rentrait dans des commerces ou dans des restaurants, ben, il fallait mettre la visière. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, je ne veux pas non plus causer de problème. Donc, j'essaie le plus possible de respecter, ben, disons, les lois ou les règlements. Mais bon, le masque, pour moi, c'était vraiment impossible. Là, je ne pouvais pas Mhm. fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a certains vêtements que je ne peux pas porter non plus, comme par exemple, je trouve ça beau, j'aime bien ça, la mode, bon, des trucs comme ça, mais je ne peux pas porter, par exemple, de trucs collés sur le corps ou il y a certains tissus que je ne peux pas porter, comme tout ce qui est synthétique, par exemple, ou du lycra, ou ça m'agace et je ne peux vraiment pas avoir ça sur moi. Donc, imaginez un masque, ben, c'est vraiment désagréable. Donc, OK. ça a Fait que été dans le fond, ça. ça t'a permis là, de pouvoir un peu te sauver tout ça parce qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment de compréhension à ce Non, niveau-là. non. Peu importe, même avec les enfants, même les enfants qui ont pas nécessairement le cerveau complètement développé, c'était complètement ridicule. Donc là, on Mm. peut voir à l'écran ici les partages de Nini au Japon. Donc ça, vous tombez là, si vous êtes intéressé à la suite de cette entrevue, si vous êtes intéressé à suivre Annie, vous allez pouvoir trouver tous les liens dans la description de la vidéo. Et là, on tombe sur sa page, sur son YouTube. Là. Donc, vous allez pouvoir voir quelques photos d'elle au Japon. Et si je te demande, Annie, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à quitter le Québec? Ça fait combien de temps que tu vis au Japon? Ben, ça va faire une bonne quinzaine d'années. OK. Donc, ce qui m'a poussée, c'est que c'est sûr que j'ai toujours eu une passion. Ça, c'était comme une idée fixe, là, pour reprendre le terme de ce qu'on me disait quand j'étais enfant, que j'avais une idée fixe pour l'Asie, en particulier pour le Japon. Donc, j'étais comme obsédée par ça. Et donc ça, c'est sûr que c'était une grande passion. Mais aussi, je peux dire qu'au Québec, si on remonte dans les années, je veux dire, des années 90, début 2000, ou même mi-2000, il faut bien comprendre que tout ce qui était rapport avec, je veux dire, neuroatypique, parcours scolaire était très, je pourrais dire, difficile. Donc, j'ai pas eu un parcours scolaire normal. Donc, Mhm. j'ai, je me suis débrouillée en passant par ce qu'on appelle des bypass, OK, par je veux dire, des reconnaissances d'acquis, bon, des choses comme ça pour aller me chercher, je veux dire, un minimum. J'ai fait mon éducation des adultes, bien entendu, parce que j'ai décroché à l'âge de 16 ans parce que j'en pouvais vraiment plus. Je me faisais harceler continuellement. C'était impossible. Donc, j'ai décroché pour travailler. Donc, j'ai fait toutes sortes de boulots dans les restaurants, comme préposé aux bénéficiaires, bon, des choses comme ça, organiser des expositions, artistes itinérants, bon, toutes sortes de choses comme ça, là, qui avaient rapport avec l'art, avec la création artistique, mais aussi l'aide à la personne. Donc, avec ça, c'est sûr que je me suis retrouvée avec des reconnaissances d'acquis. Ce qu'on appelle que quand on atteint l'âge de 25 ans, on peut choisir, on peut aller à l'université même si on n'a pas fait de cégep. Donc, c'est ce qu'on appelle un bypass. Mais il faut OK. attendre l'âge de 20. Je ne sais pas si ça l'a changé, par contre. Mais en tout cas, dans le début des années 2000, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, on pouvait faire un bypass sans le cégep pour aller directement à l'université.
sauf que il y avait, c'était restreint. J'aurais pas pu prendre, j'aurais pas pu étudier en médecine. J'aurais pas pu étudier en génie civil, par exemple. Non, ça, Mhm. non. Mais il y avait des programmes de baccalauréat, comme par exemple en art, qu'on pouvait faire. Donc, en le payant, bien sûr, de sa poche, hein. Donc, les bypass, c'est intéressant, mais il n'y a pas un choix, je veux dire, très varié. C'est soit des métiers porteurs, qui n'est pas forcément dans tes goûts, comme par exemple en informatique ou des choses comme ça, parce qu'il y avait besoin de gens, ou par exemple aide infirmière ou soins infirmiers, ou bon, tu sais, des trucs comme ça que forcément, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je suis hypersensible. Donc, tout ce qui a rapport, j'ai essayé le métier de préposé aux bénéficiaires, mais les odeurs, bon, tout ça, j'étais vraiment pas capable de faire ce travail-là, même si je trouve que c'est un beau métier, parce que c'est de l'aide à la personne. Je veux dire, on aide les gens, c'est très beau, mais je ne pouvais pas évoluer dans un tel contexte avec OK. les Donc, odeurs. si je comprends, tu sais, tu as fait tout ça par rapport à l'éducation, mais là, Oui, tu me dis, ça fait 15 ans que tu habites au Japon. Qu'est-ce qui oui. t'a poussé à quitter le Québec? Ben, j'en avais marre, tout simplement, puis j'avais envie d'une nouvelle vie. OK? Et des nouveaux défis, ce que le Québec ne pouvait pas me permettre. J'aurais resté, autrement dit, sur le bien-être social. OK. OK. Ouais. Puis, tu sais, si on fait un retour là, un peu plus sur le diagnostic en tant que tel, puisque tu es venu ici pour nous parler réellement de ton syndrome de l'Asperger, on dit Asperger, OK? Tout le monde à la maison, parce que là, c'est pas clair, tu sais, c'est tu gères, c'est tu guères. C'est le nom, en fait, de famille de la personne qui a, tu sais, trouvé ça, Oui, dans le fond. Asperger. C'est ça. Asperger. Donc, c'est son nom de famille. OK? Alors, Mm. voilà. Puis là, dans le fond, comme j'expliquais en début d'émission, on le sait que maintenant, tu sais, le syndrome de l'Asperger fait partie du spectre de l'autisme. Alors toi, dans le fond, comment ça s'est passé ton diagnostic? À quel âge as-tu eu ce diagnostic-là? Ben, écoute, je me rappelle au plus loin de ma mémoire, je devais peut-être avoir 2 ou 3 ans, j'ai des flashbacks de ça, que mes parents m'amenaient chez des espèces de psychiatres pour enfants, OK? Donc, apparemment, par exemple, il y a toujours eu des non-dits dans ma famille, parce que dans ma famille, il y avait toujours comme tout ce qui avait rapport avec, je veux dire, le mental, la tête, le cerveau, c'était comme tabou. Donc, OK. on voulait pas en parler, on voulait rien savoir, sauf que ben, les enfants Asperger ont souvent ce qu'on appelle dans le jargon des meltdowns puis des shutdowns. Un meltdown, ben, c'est une crise. Donc, les enfants, les jeunes enfants qui ont de l'autisme ne se comportent pas comme les enfants, je veux dire, neurotypiques. Donc, Mhm. souvent, ils ne parlent pas. Je veux dire, ils ont un retard de langage, ce que j'avais. Donc, ils vont souvent s'exprimer par des bruits ou des sons, des grognements, des choses comme ça. Ils ne pourront pas arriver à communiquer normalement. Puis ça, ben, souvent, chez les enfants, ben, ça peut créer ce qu'on appelle des meltdowns parce que les parents, ben, ils ne comprennent pas eux autres non plus. Là. Ils voudraient communiquer avec l'enfant, mais l'enfant, ben, il n'arrive pas à s'exprimer, il y a un retard de langage. Donc, il va s'exprimer avec des sons, des bruits. Donc, les parents, des fois, perdent patience. En perdant patience, l'enfant fait un meltdown, un shutdown. Donc, c'est comme Donc, un cercle vicieux qui c'est comme un finit cercle qui tue. vicieux. Donc, de mémoire, mes parents appelaient ça des crises. Elle fait Oui, une bien, c'est ce crise, il va qu'on falloir la verrait. dompter. C'est ça. OK. Donc, tu sais, je veux dire, c'était encore les résidus de l'époque de Duplessis, là. Il faut pas l'oublier que mes parents sont nés dans ce genre d'époque-là, là. Donc, il y avait, je veux dire, ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents. Donc, dans le fond, ça c'est comme, je veux dire, transmis. Euh, je pourrais OK. dire, c'est Puis, transgénérationnel, ces affaires-là, là. donc, toi, vers environ l'âge de 2, 3 ans, tu consultais déjà un psychiatre parce que Oui, tes parents te faisaient consulter un psychiatre pour tes oui, crises que tu faisais, qui appelait oui. ça crise ou meltdown ou peu Ben, importe. ils disaient pas meltdown, ça c'est dans le terme du milieu de l'autisme, des spécialistes de l'autisme. On appelle ça des shutdowns ou des meltdowns. OK, meltdown, c'est vraiment la crise autistique, là où ce que vraiment ça ressemble à une crise d'hystérie un peu, ou le shutdown, mais c'est que tu arrêtes, tu frises, tu gèles. OK. Donc, tu sais, t'as deux choses, mais tu sais, pour des parents qui connaissent pas trop, ben, eux autres, dans leur tête, ben, j'étais folle.
Puis OK. il fallait me soigner. Puis de mémoire, parce que c'est des flashbacks que j'ai, ben le psychiatre il a bien dit à mes parents que j'étais pas folle, que j'étais gâtée. OK. Donc, à cette époque-là, le psychiatre, c'est ce que lui pensait. Donc, Ouais. à quel moment as-tu reçu le diagnostic officiel? Ça a pris combien de temps avant qu'on dise, tu sais, votre fille est pas folle, elle est juste autiste? C'est Ben, parce que dans ces années-là, dans les années 90, 80, 90, c'était pas l'autisme était perçu à cette époque-là comme, je veux dire, l'image typique qu'on a des autistes, là, je veux dire, en bon québécois, ils appelaient des Mongols. Mmh. OK? Bon, je veux dire, c'était ça l'image. Mais moi, Mmh. c'est sûr que les Asperger n'ont pas ces traits-là, ou un peu comme dans Rain Man, là. OK? Vraiment un retard de langage terrible, je veux dire, toujours comme ça, puis comme Ouais. ça. Bon, Mmh. c'était un peu l'image qu'on avait il y a peut-être quoi, une vingtaine d'années, là. Ça Mmh. fait juste quelques années que maintenant, on commence à mieux comprendre. J'ai eu mon diagnostic ici au Japon. OK. Parce que mes OK. parents ils ont jamais voulu accepter. Ils ont dit que c'est parce que j'étais gâtée, que j'étais tout simplement trop gâtée, puis trop hypersensible, puis Donc, heu, si je peux me permettre, tu as clairement pas reçu aucun soin, non, aucune aide en non. lien avec, ton diagnostic, ce qui est quand même assez, complètement, je vais dire C'est fou, assez là. commun au C'est Québec. ouais, c'est soit effectivement, ben oui, ben moi aussi je suis neuro, atypique, j'ai le TDAH, puis c'est très Ouais, difficile pour les gens d'avoir aussi, je comprends parfaitement, mais, OK, alors, dans le fond, si je comprends bien, ça fait 15 ans que tu vis au Japon. Tu as ouais, quitté le Québec pour multiples raisons. Tu étais pas confortable ici pour multiples raisons et tu avais aussi, une fixation, du moins un intérêt vraiment, tu sais, fixé sur la culture japonaise, la culture asiatique, ouais. Mmh, et tu as quitté le Québec, tu es mmh. allé au Japon et c'est là-bas que tu as pu finalement recevoir ton diagnostic Oui, d'Asperger. oui. Comment tu Parce que t'es je suis sentie après avoir reçu ce diagnostic-là? soulagée, mais en même temps, j'ai eu comme un sentiment de honte. OK. Mmh. Pourquoi la Parce honte? Ben, le problème, c'est qu'il y a tellement de préjugés qui tournent autour de ça. Il y a de c'est un arme à double tranchant. Soit que les gens tout ce qui a rapport avec le mental fait peur. Donc, si on dit ça à quelqu'un de neurotypique, il risque de dire: «OK, je vais prendre du recul» parce qu'on ne connaît pas bien. Donc, il y a des gens qui mélangent tout. Ils vont mélanger l'autisme avec les troubles bipolaires, avec les troubles borderline, avec la schizophrénie. C'est complètement débile. Donc, c'est vrai que, par exemple, une personne qui t'annonce qu'elle est schizophrène, ça peut faire peur parce qu'on sait que les schizophrènes, parfois, peuvent être dangereux, peuvent attaquer, je veux dire, peuvent commettre des crimes si leur médication n'est pas, je veux dire, adéquate à leur situation. Ça, c'est sûr, c'est un fait, malheureusement. Maintenant, mélanger l'autisme avec tout ce qui est de maladie mentale, il faut bien comprendre que l'autisme n'est pas une maladie mentale. Déjà là, en partant. Mmh. OK? Mais c'est parce C'est pas qu'il est une mis dans maladie le mentale. DSM. Le Ouais, problème, c'est qu'il est mis dans le DSM, ouais, sous le titre, dans le fond, des, troubles envahissants du développement. Donc exactement. malheureusement, c'est ça que les gens, ils font des associations. Ben, Tu sais, ils font des si amalgames. ouais. Ils font des amalgames. Donc, si tu dis ça à un neurotypique, comment j'en ai perdu des amis à cause de ça. J'en ai perdu Mmh. parce qu'ils ont dit, bon, on t'aime bien, mais si tu as un problème, ben, nous autres, on veut protéger nos enfants, on veut se protéger, on n'a pas envie que tu nous attaques. Ah, tu sais, c'est du grand n'importe quoi, là. Là, ils mélangent ça avec la schizophrénie ou les troubles, je sais pas, il y a plusieurs maladies, là, qui ressemblent un peu à la schizophrénie, parce que, où effectivement, les personnes peuvent être dangereuses si elles ne suivent pas leur médication. Il y a des personnes schizophrènes qui sont sympathiques, puis ils n'ont pas de problème, tant qu'ils suivent leur médication. Mais moi, j'ai pas de schizophrénie, là. Mais c'est parce qu'il y en a qui mélangent tout. Après Ouais. ça, ben, tu as l'autre tranchant qui fait que si tu dis à quelqu'un, ben, je suis Asperger, ben, ils vont dire, t'as pas une tête d'autiste. T'es menteuse, tu veux nous manipuler, c'est quoi, là? C'est quoi ton problème? T'as pas honte de faire ça? T'as vraiment pas l'air d'une autiste? T'as pas une tête. J'ai dit, c'est quoi une tête d'autiste? Faudrait qu'on m'explique c'est quoi? C'est C'est quoi encore une plein tête de d'autiste? préjugés.
Ben oui, c'est un préjugé. Ben C'est oui. ça, eux autres, ils pensent que les autistes autrement dit, en guillemets, c'est des Mongols, quoi, là. Hmm. Ils ont la langue C'est sortie, puis bon, tu sais, des trucs comme ça, là. Là, c'est quoi, les mélanger de la trisomie 21? C'est quoi, là? ouais. Puis si je te pose la question, quand tu as reçu ton diagnostic, ça a été quoi la réaction des gens autour, ta famille, bon, ou tu sais, je sais pas moi, si tu Ben, avais ma des famille, amis. ça l'a créé des problèmes. Donc, ça l'a créé des problèmes. Et ma mère, elle m'a dit simplement dit, non, regarde, c'est pas vrai, c'est dans ta tête, c'est parce que tu veux attirer l'attention sur toi. Il n'y a pas d'autisme dans la famille, c'est pas ça l'autisme. Parce que pour ma mère, être autiste, c'est comme je te dis, c'est de la trisomie 21 pour elle, là. Ça paraît physiquement. Mais non, ça paraît pas physiquement. Même quelqu'un qui a un autisme plus, je veux dire, un autisme plus sérieux, ça paraît pas physiquement non plus. Hmm. Sauf s'il se met à faire des trucs comme ça, là. Mais il n'y a pas, je veux dire, les personnes autistes, même des cas plus lourds, ça paraît pas physiquement. Non, ça paraît pas. Puis même des fois, même si on regarde pas la personne, Mm. ça paraît pas non plus dans la voix, là. Il y en Non. a, il y a les gens là à la maison, si vous aviez peut-être des idées préconçues sur l'autisme, parce que malheureusement, des fois, hein, c'est ça, toutes les maladies ou dans le fond, les troubles mentaux sont vraiment dépeints comme étant de façon extrême, etc. Mais il y a beaucoup de similitudes. Il y a des Oui, similitudes entre les TDAH, les autistes, il y a des oui, similitudes aussi même avec les troubles de santé mentale, parce qu'il y a oui, des traits similaires, mais c'est pas globalement. Ce qu'il faut comprendre à la maison, c'est que quand on parle de neurodivergence, c'est un autre processeur dans le cerveau, OK? Donc, quand on fait affaire avec un Mac, on peut pas faire les mêmes choses que si on fait affaire avec un PC. Hein? On peut pas exactement. mettre les mêmes programmes. Donc, c'est ça, Ça. dans le fond, qu'il faut comprendre. Oui. Annie, peux-tu me parler, peux-tu me dire à nos auditeurs, c'est quoi de vivre avec de l'autisme au quotidien? Ça ressemble à quoi pour toi? Ça ressemble à Ben, quoi? C'est oui, quoi les pour moi, difficultés? c'est ça, parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'il y a il n'y a pas un autisme qui se ressemble. Il y a Mhm. des similitudes entre les personnes Asperger. Par exemple, j'ai des problèmes au niveau de la dyslexie. Je suis dyslexique et je suis dyspraxique. Bon, la dyslexie, je pense que tout le monde connaît ça, c'est des difficultés avec l'orthographe, puis l'écriture et tout ça. J'avais de la dysphasie, mais j'ai corrigé ça en travaillant énormément au niveau du langage. J'ai investi aussi beaucoup d'argent par rapport à ça parce que j'ai voulu améliorer ma diction. J'ai travaillé aussi avec des orthophonistes françaises, OK? Donc, vraiment, je continue toujours à faire des exercices pour vraiment améliorer ma diction. Donc, on pourrait dire que la dysphasie, j'ai réussi vraiment je veux dire, à la contrôler. Maintenant, la dyspraxie, voyons, ah, des fois, j'ai des. C'est ça. Voyons, la dyslexie, non. Malheureusement, ça, c'est toujours là. C'est très difficile, même si je fais beaucoup d'exercices là-dessus. Et la dyspraxie, ben, c'est ça. C'est que j'ai des problèmes de coordination. Je mélange la gauche, la droite, bon, des trucs comme ça. Donc, ça peut aussi paraître un peu dans ma démarche. J'ai jamais réussi à marcher avec des talons hauts, même si j'aime beaucoup les talons aiguilles et tout ça. J'arrive pas à marcher avec ça. J'ai une perte d'équilibre. C'est vrai que c'est Ben, ça que j'ai. Ça se peut-tu? J'ai de la misère des fois. Moi aussi, je suis très maladroite. C'est tout ça? C'est la dyspraxie, oui, ça? oui, oui, c'est la dyspraxie, mais est-ce que je peux te tutoyer ou te Ben vouvoyer? oui. Ben oui, OK. tutoie-moi. Euh, OK, donc tu pourrais peut-être essayer de faire passer par le diagnostic de l'autisme Asperger, on ne sait jamais. Moi, j'ai toujours dit que je trouvais que les Asperger ressemblaient beaucoup, avaient beaucoup, beaucoup de similitudes avec les gens qui ont un déficit d'attention. Il y en a qui vont dire Oui, non, c'est très différent. Non, pas tant. Moi, je connais beaucoup, non. beaucoup, beaucoup de TDAH que c'est limite, là. Il y a même des chercheurs à la maison, là, si vous êtes intéressés, il y a des chercheurs qui disent que c'est le même spectre.
Ça Mais serait le as-tu de la même fait. as-tu de la dyslexie? Es-tu dyslexique? Non, mais il y a Non? des OK. comorbidités Ouais. avec, la dyslexie. Donc comorbidité, pour ceux qui Oui, savent oui. pas c'est quoi, c'est 2 choses en même temps. Mmh. Donc ceux qui ont, une neurodivergence, soit qui sont autistes, soit qui sont TDAH, ont souvent de la dyslexie, tout ce que tu as nommé, dyspraxie, des trucs comme ça. Il y a une comorbidité, puis, je Ouais. peux pas te dire pourquoi, mais non, j'ai pas de dyslexie, OK. Donc, c'est ça qui t'a permis d'avoir un parcours scolaire régulier, tandis que moi, j'ai été obligée de passer par des bypass tout le temps pour pouvoir réussir à me tricoter, autrement dit, un baccalauréat. OK, OK. Ben oui, parce que c'est ça, tu sais, si tu es dyslexique puis, Ah tu non, sais, tu as de la difficulté, c'est clair que ça va, non, non. jouer un rôle, dans ton parcours scolaire, là. Ça joue un rôle, effectivement. Et comme je dis, dans les années 90 et tout ça, 80-90, ben, les professeurs n'étaient pas vraiment je veux dire, à l'affût. Il y avait pas vraiment. On m'a foutu dans une classe avec des délinquants parce qu'ils ne savaient pas où me mettre. Ils ne pouvaient pas me mettre dans une classe d'handicapés, handicapés mentaux ou trisomiques parce que ce n'était pas mon cas. Ils savaient très bien que ben, ce n'était pas ça, mais ils ne savaient pas où me mettre, mais ils ne pouvaient pas me placer dans une classe régulière avec 30 élèves parce que je n'arrivais pas à suivre le rythme. Donc, ils m'ont mis ce qu'on appelle dans des groupes spéciaux, mais la plupart des élèves qui étaient là, c'était des élèves qui souffraient de délinquance, c'est-à-dire qui étaient délinquants. C'était peut-être des TDAH ou des troubles oppositionnels. C'est ça l'affaire. C'est qu'on met pas un trouble oppositionnel avec quelqu'un qui est autiste, ça n'a pas Mm. rapport pantoute. C'est Mais vraiment non, des fois, mais là, le non, mais système non. d'éducation. C'est pour ça que j'ai décroché aussi. Ben oui, j'ai décroché complètement parce que là, je me Ben faisais oui. harceler, là. Ben oui, c'est Ça sûr. fumait tout, ça fumait. Moi, je fumais pas. Tu sais, j'étais quelqu'un de vraiment sage. J'avais toutes mes petites idées sur le Japon. Ils riaient de moi, là. Mmh. Je commençais déjà à étudier des mots japonais à l'époque, puis des choses comme ça. Ils me regardaient, ils disaient: où elle sort, elle? On parle, là, les Spice Girls. C'est quoi les Spice Girls? Je connais pas ça. Les gens, des fois, hein, ils jugent puis ils critiquent pour des affaires. Tu sais, ils vont rire de quelqu'un pour quelque chose d'aussi banal que tu tripes sur le Japon. Ça me semble que c'est pas Oui, tant oui, oui, drôle, oui, mais effectivement. Ah des oui. fois, les Bon, enfants, ça c'est ça. avait 13-14 ans, ça était déjà habillé comme des petites femmes, les seins remontés, les jeans très serrés, les talons hauts, le maquillage. Ça fumait dans les corridors, ça sacrait gros comme le bras. Mmh. Moi, c'était pas du tout mon monde, moi. Non, c'est ça. Parce Qu'est-ce qu'il que faut je peux là? comprendre qu'à tu sais, à la maison, pour ceux qui ne comprenaient pas, peut-être, c'est tout parce qu'on vous donne beaucoup d'informations, mais quand quelqu'un est autiste, même, je dirais neurodivergent parce qu'il y a aussi les TDAH qui ont ça, on fait Hmm. ce qu'on appelle des hyperfixations. Oui, Donc, ça va être des fixes. Tu sais, c'est différent chez les TDAH. Les TDAH ont, tu sais, moi, j'appelle ça des bulles. J'ai une bulle, je rentre dans quelque chose, puis là, je rentre profondément là-dedans jusqu'à ce que je m'écoeure, puis là, c'est fini. Mais par exemple, chez les autistes, c'est constant. Donc, ils vont avoir des intérêts très, 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 très intenses sur certaines choses, puis ça peut varier, là, comme on peut parler soit de l'électronique, ou on peut parler, comme Annie, du Japon, de la culture asiatique. Donc c'est ça, hein? Ça peut. Ça fait quoi, ça? Moi, je trouve ça fascinant parce que moi, je suis comme ça aussi. Fait que j'aime. Tu sais, moi, je trouve que c'est normal. Je me dis, on est passionné, on est très passionné. Mais toi, comment tu le vis, ça? Est-ce que ça t'a apporté des problèmes de faire des hyperfixations, comme là, tu nommes que tu t'es fait un peu taquiner parce qu'ils te trouvaient un peu spécial tu sais, de triper sur le Japon? oui. Mais Ben oui, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de problèmes dans mon adolescence et tout ça parce que, bon, finalement, ben, j'avais pas d'amis. J'avais 0 ami. OK. J'avais personne. Les gens, ben, ils me trouvaient bizarre, tout simplement. J'avais des centres d'intérêt que la plupart des gens savaient même pas. Ils étaient même pas capables de mettre le Japon sur une carte. Ils mélangeaient le Japon avec la Chine, là. C'est ça. Tu peux voir le genre, là. Donc, tu sais, quand on a une fixation sur quelque chose, on est spécialiste. On devient spécialiste. On connaît de A à Z le sujet. Ben oui, c'est ça. Et quand quelqu'un C'est nous arrive, qu'on montre une image, que c'est le mont Fuji, puis que la personne a dit: Ah, une montagne chinoise. Ah,
Bon, tu vois le genre. C'est Une montagne démoralisant. Donc, c'est sûr, ça Mais devait paraître aussi dans mon visage. Donc, probablement que on est direct, hein, les Asperger, on peut être très direct. Puis si on a quelque chose à dire, on passe pas pour quel chemin. ben ça, c'est des forces, en fait. Tu sais, c'est sûr qu'on parle, on va souvent parler d'un handicap, mais en tout cas, ils vont parler souvent d'un handicap. C'est pour ça que ça fait partie d'un diagnostic. Bon, c'est sûr que tu vis plusieurs difficultés. Ça, c'est, tu sais, on peut pas. On vit dans un monde qui est neurotypique. Point final. Donc, essayer de fitter un triangle dans un cercle ou un triangle dans un carré, ça ne marchera pas. Puis nous autres, tu sais, on n'est pas des carrés. Donc, ça devient difficile dans un monde qui exige qu'on ait les mêmes attributs, les mêmes capacités, alors qu'on n'en a pas. C'est, tu sais, on ne fonctionne pas sur le même processeur. Au-delà de tout ça, peux-tu me parler de c'est quoi les difficultés que tu vis, toi, en tant qu'Asperger? Est-ce qu'il y en a plus pointilleux, des choses que peut-être pour les neurotypiques qui nous écoutent, là, qui ne pourraient pas penser que ça, c'est une difficulté pour toi? Oui. Ben, la plus grande difficulté, ben, c'est sûr, c'est les relations, je veux dire, avec les gens. Les gens OK. savent qu'on est différent. Et comme je disais, quand je parlais au début, ben, il y a des gens qui vont ressentir quelque chose, mais ils ne peuvent pas savoir exactement quoi. Donc, finalement, ben, tu te rends compte que la personne a pas assez de distance, puis qu'elle n'a pas vraiment envie de te revoir. OK? Ça, c'est un des points. Ensuite, ben, il y a le marché du travail. Donc, ça, c'est la même chose, parce que quand on travaille, ben, je veux dire, on a des collègues, on a des gens autour de nous, même si on est freelance aussi, parce que j'ai les deux, je travaille pour des écoles, mais aussi je travaille à mon compte, parce que, tu sais, il faut faire de l'argent, il faut vivre, il faut manger. Donc, c'est aussi des problèmes qu'on rencontre aussi avec des clients. Je veux dire, des étudiants qui finalement vont dire, ben, j'aime pas, j'aime pas ta méthode, ou j'apprécie pas vraiment, bon, tout ça. Donc, on a des gros problèmes au niveau, on pourrait dire, financier. Donc, être autiste Asperger peut causer, je veux dire, des problèmes financiers. Je veux dire, on a de la difficulté parfois à maintenir notre travail, on a de la difficulté à maintenir des relations avec des gens, parce que c'est souvent eux qui partent. Donc, je comprends bien, les principales difficultés, c'est vraiment au niveau des relations interpersonnelles, Oui, au niveau de conserver un emploi. oui, Tu sais, les relations interpersonnelles, ça va at large, là. C'est pas juste des amis, c'est pas juste la famille, c'est non. littéralement aussi les relations au travail. Au Euh, travail, le patron, les collègues, bon, tout ça. c'est ça. Puis en plus de, tu sais, tous les préjugés, etc., les fausses croyances. Les Toi, fausses croyances. tu disais que ton conjoint il est aussi Asperger. Oui, Pourrais-tu oui. nous dire un peu comment tu vis ça? Ben, Comment un couple Asperger, là, comme, tu ben, sais, je vais étant te donné. dire quelque chose. J'ai toujours tendance à, sans le savoir, à attirer aussi des personnes qui sont neuro-atypiques. Et parfois, dans les pires des cas, beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux. Et ça c'est douloureux, parce que comme j'expliquais, les personnes qui ont de la schizophrénie, par exemple, ou qui sont borderline, ont des hauts et des bas. Ils peuvent être amis avec toi pendant un certain temps, et après ça, te jeter comme une vieille chaussette, comme, autrement dit, une merde. Parce que, bon, ils ont je veux dire, c'est assez spécial, ces troubles-là. Là. Ils ne sont pas constants. OK? Oui, ils font du Donc, j'ai clivage. tendance beaucoup à attirer ce genre de personnes-là dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Donc oui, effectivement, il l'est, mais les hommes ne vivent pas l'autisme de la même manière que les femmes. Lui, c'est l'informatique, c'est les ordinateurs, c'est les trucs comme ça, tout ça. Et je dirais que les hommes s'en tirent mieux que les femmes. Ben, ça passe. On dirait que dans le fond, l'autiste typique qui réussit, là, ou l'Asperger typique, pour moi, dans ma tête, si j'ai une image, c'est ça. C'est un gars qui travaille en informatique, un Le geek, là. geek. Bon, c'est Fait ça, que le geek. Ben oui. ça passe. Ça passe Oui, parce que dans le ça fond, il est dans passe. son domaine. Tu sais, Oui, ça doit être beaucoup plus facile pour lui. En tout cas, il n'y a pas trop c'est de plus relations facile. interpersonnelles. Oui. Il Fait connaît bien son que domaine,
l'informatique, ces affaires-là, il connaît bien son domaine, ça va, il va là-dedans. Lui, c'est pas des petits ordinateurs, là, c'est les affaires, les oracles, là, tu sais, les espèces de gros ordinateurs, là, je sais pas comment on appelle ça, là, en tout cas, les grosses machines, les ordinateurs, OK. en tout cas, je sais pas, je pense que c'est Oracle, je crois, là. En tout cas, les ordinateurs centraux des grosses compagnies. OK, OK. Donc, Et c'est pas des petits PC, là, de maison, là. OK. Puis, comment ça se passe, de vivre en couple avec quelqu'un qui est aussi, Asperger? Est-ce que vous C'est arrivez pas facile. C'est pas facile parce que et moi, je suis beaucoup plus, peut-être parce que je suis une femme, je suis beaucoup plus axée vers la communication. OK? J'aime me faire des amis, j'aime sortir, j'aime aller manger, j'aime rencontrer des gens. Lui, c'est tout le contraire. Il a c'est ça qui est besoin du fascinant. silence total. C'est Ouais. ça qui est fascinant. C'est intéressant parce qu'à la maison, tu sais, peut-être que vous vous dites: «Ah ben Annie, elle a pas l'air autiste, elle a pas l'air Asperger», justement parce qu'on a la conception dans notre tête souvent que les gens qui sont autistes veulent pas de relations interpersonnelles, ils veulent rester tout Exactement, c'est seuls. faux. C'est faux. Par contre, Mmh. il y a le genre. Si on prend deux Asperger, deux enfants Asperger, par exemple, un petit garçon, une petite fille, on va voir que le fonctionnement est totalement différent. La petite Ouais. fille va être beaucoup plus portée vers les animaux, par exemple, vers ce qui vit, le vivant. Le petit garçon, lui, ça va être les robots, ça va être les ordinateurs, il va s'enfermer dans ça, il va jouer avec ses petits trains. Bon, c'est vraiment très différent. Tandis que la petite fille va aller vers les petits chiens, les petits chats, bon, les trucs comme ça va être vers plus le vivant qu'elle va se diriger, alors que le petit garçon, c'est beaucoup plus vers tout ce qui va être électronique ou véhicule. Ouais, puis les petites filles, ce que je sais, c'est qu'elles sont tardivement diagnostiquées parce qu'elles Oui, passent incognito. Il y a mais on aussi fait la du notion. masking. On Oui, le fait du masking, c'est masking. la notion de masking, c'est ça le dit de mettre un masque. Ah Donc, oui, quand on est en public, on met un masque pour avoir l'air neurotypique, et après exactement. fait que J'ai passé pratiquement ma vie à faire ça. Et je le fais mmh. encore aussi. Pour pouvoir conserver mes emplois, je fais du masking. Je mets mon masque. Ouais. Au sens littéraire, bien sûr. Oui, parce que Pas au l'autre sens sens. figuré, mais je veux dire, je mets mon masque, je veux dire, de neurotypique. Mmh. Les femmes, on est fortes là-dessus. Les hommes, no way. Les hommes ne peuvent pas faire du masking. Peut-être qu'il y en a certains qui le font, mais la majorité des hommes Asperger ne font pas de masking. Très rarement, en tout cas. Mmh. Ils sont souvent, comme on dit, dans des milieux de l'informatique ou bon, des trucs comme ça, où ils ne sont pas beaucoup en relation avec d'autres personnes. C'est ça. Mm. C'est ça. Sont davantage, même au niveau du TDAH, c'est la même chose. Les petits garçons, souvent, c'est ceux qui sont les plus turbulents. Donc, c'est Ah, ceux ouais. qu'on voit immédiatement, qu'on peut repérer. Les petites filles, eux autres, tu sais, moi, quand j'étais petite, je n'étais pas turbulente, mais je parlais. J'étais très verbomoteur. Je suis encore Moi aussi. verbomoteur. Donc, tu Mm. sais, c'est, ça a passé incognito. J'aime beaucoup parler, tandis que mon mari, c'est totalement l'inverse. Il Mhm. déteste parler. Fait que ça doit être difficile d'être avec Oui, un c'est mari. Tu difficile. sais, toi, tu veux parler, puis lui, il veut pas. Est-ce que vous arrivez à un compromis des fois ou est-ce qu'il te laisse parler? Puis Non, il me laisse parler, mais à un moment donné, je déteste parler tout seul. Donc, finalement, je m'en vais sur Internet ou j'essaie de. J'ai quelques amis, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques amis, là. Des fois, je vais sortir avec une copine, bon, des trucs comme ça. Mais bon, c'est sûr qu'on peut pas changer, hein, on peut pas le changer. Et comme on dit, c'est pas une maladie, quand même, je lui dirais, elle va prendre des médicaments. Non, non, je veux dire, on peut pas le changer. Bon, non, il y a c'est des ça, on belles peut pas qualités changer. aussi. Bon. Mais je pense qu'il y a quand même, tu sais, bon, une part de travail à faire quand on est neurodivergent, c'est-à-dire, je parle pas de masking, là, mais tu sais, bon, comme toi, tu as fait beaucoup de travail, tu sais, tu as été chercher des thérapeutes pour améliorer, etc. Oui, Donc, je pense que moi, je le dis tout le temps à tout le monde, même aux neurotypiques, travaillez sur vous, là. oui. Travaillez toujours sur vous. Vous êtes votre propre projet le plus Ben, on est important. comme Donc, une pierre, on est comme on va dire une pierre, autrement dit, on taille notre pierre pour qu'elle devienne bien carrée. Tu sais, c'est un peu ça l'image que je me suis toujours mis en tête. On disait, ben, je suis comme une pierre,
j'essaie de dégrossir ma pierre pour qu'elle vienne vraiment belle, tu comprends? Donc, souvent, les femmes, on a plus tendance à ça, tandis que les hommes sont moins portés vers le travail sur soi. C'est Pour un vrai. homme, je pense que c'est honteux d'aller chez un psy. Peut-être, ça dépend aussi de la culture, parce que là, on parle Oui, de la culture japonaise. C'est une culture quand même aussi où il y a un taux de suicide assez oui, alarmant, beaucoup. Oui, beaucoup. un peu similaire au Québec, là, dans le terme de Ben, on taux de pourrait dire les suicide. pays, je veux dire, pays industrialisés. C'est pas le Japon en tant que tel, comme le Japon est un pays, je veux dire, moderne, industrialisé. Bon, comme le Québec, les États-Unis, l'Europe, hein, en France, il y a énormément de suicides aussi. Bon, c'est la même Oui. affaire. C'est pas comme, par exemple, je sais, toi, tu connais bien la Colombie, c'est pas un pays vraiment considéré comme industrialisé, donc les gens sont beaucoup plus relax. Moi, je connais bien les Philippines, qui est pas très loin du Japon, donc c'est cool de voir comment que les gens vivent aux Philippines. Donc, c'est vraiment relax. Bon, mais c'est pauvre, c'est très pauvre, mais les gens sont heureux avec pas grand-chose, malgré Mhm. tout. C'est ça, c'est la culture aussi qui joue une Oui, énorme différence dans le mode de fonctionnement, dans sa pensée aussi. les C'est pays très, riches, très rigide. ouais, Puis si effectivement. on regarde les côtés positifs, parce que, tu sais, on parle d'un handicap, mais en tout cas, c'est un handicap dans le monde dans lequel on Invisible. vit. Il y en a des Ouais, un côtés handicap, positifs. c'est ça. Ben, les points Toi, positifs. est-ce que tu en vois, toi, premièrement? En vois-tu? Est-ce qu'il y en a des côtés positifs à être neuroatypique? Personnellement, pour être honnête, non, j'aurais préféré être neurotypique. C'est beaucoup plus simple de pouvoir naviguer dans cette société-là que je veux dire, on pourrait dire entre guillemets, un handicap invisible. Mhm. Peut-être la seule force que j'ai, c'est peut-être la créativité, ou ce que souvent je reçois aussi des commentaires positifs des gens qui me félicitent pour mes créations, bon, ben, des choses comme ça, mon sens de l'imagination, tout ça, mais vraiment, non, personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose d'agréable, parce que oui, je dois faire face à beaucoup de problèmes. Ben moi, veux-tu que je t'en donne une? Oui. Un point positif qu'on a parlé, parce que vous ne le savez pas, là, mais on s'est parlé avant. On a eu des conversations avant de faire l'émission. Alors, moi, je t'en donne un point positif, puis c'est un point positif que je donnerais à beaucoup, beaucoup de neurodivergents. La résilience, une très grande résilience. Pour avoir vécu toute sa vie avec une neurodivergence, ne pas avoir été diagnostiqué, ne pas avoir reçu les soins, avoir vécu dans une époque où est-ce qu'on traitait les neurodivergents comme étant des fous, comme des malades, etc. Puis aujourd'hui, où est-ce que tu as quand même été focus sur ton intérêt principal qui était la culture asiatique, le Japon, tu es allé là-bas, ça fait 15 ans que tu vis là. Malgré les difficultés, tu fais quand même preuve d'une grande résilience. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, OK? La résilience, là, c'est vraiment, je crois, il y a un côté inné là-dedans. Tu sais, c'est le côté de vouloir se construire, le côté de vouloir survivre, OK? Et ben moi, je trouve que ça, c'est une très grande force en général Oui, qu'on parce a. que comme je disais au début, quand on est neuroatypique, on a de la difficulté à gagner notre vie. Mhm, Donc, tu sais, ça, c'est le trouble. Je veux dire, je pourrais dire que la majorité des autistes sont au Québec, sont probablement sur l'aide sociale. Je pense que maintenant, ils appellent ça la sécurité du revenu. On dit plus maintenant bien-être social, on dit plus ouais, ça, la sécurité du revenu, ou qui travaillent des journaliers, quoi, journaliers, des petits boulots autrement dit, ils vont essayer, autrement dit, de survivre avec ce qu'ils peuvent faire, parce que mhm, ça reste que c'est difficile. ouais. Mais je voudrais te remercier aussi de m'avoir invité, parce que je sais que dans le monde de YouTube, parce que je suis moi-même youtubeuse, je sais que c'est un monde où ce que chacun tire la couverture de son côté et que tout le monde se méfie de tout le monde. Mhm. Donc, je te remercie de m'avoir invité, hein, parce que Ben, des fois, c'est je... moi, en fait.
C'est moi qui te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens que je voudrais interviewer, puis il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Puis ça prend beaucoup de courage d'accepter de venir livrer un témoignage, puis de s'exposer, hein, comme ça. En plus, tu as Ben, c'est parce que accepté j'ai même caméra. l'expérience, j'ai une chaîne YouTube. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas de chaîne YouTube, donc ils sont pas, je veux dire, ils n'ont jamais utilisé un micro, puis ils n'ont jamais apparu, je veux dire, à l'écran. Je peux comprendre que pour ces gens-là, ça peut être difficile, mais bon. Puis, tu sais, Annie, si tu avais un conseil à donner, par exemple, à nos auditeurs qui travaillent ou ont affaire avec quelqu'un qui est autiste dans leur famille ou pas, peu importe, un voisin qui est autiste, OK? Ils savent que cette personne-là est autiste ou même Asperger. Ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner à cette personne-là qui ne sait pas comment agir avec la Ben, la personne? première chose, s'informer. Google est ton ami. Donc, on dit toujours ça de même, Google est ton ami. On va sur Google, on s'informe, c'est quoi l'autisme, c'est quoi la différence entre les niveaux, les différents types d'autisme, parce que, bon, c'est un spectre, il y a plusieurs, l'autisme comporte beaucoup de différences. OK? C'est quoi la différence entre un autisme lourd et un autisme, je veux dire, modéré, et l'autisme Asperger, qui est la forme la plus légère de l'autisme sans déficience intellectuelle, parce qu'il y a de l'autisme avec la déficience intellectuelle, et c'est ce que les gens ont à l'esprit. Aussitôt qu'ils entendent le mot autiste, ça fait bing dans leur tête. Ah, déficience intellectuelle, mongol. Ben non. OK? Donc, le conseil que je donne aux gens, c'est d'abord s'informer. Ensuite, ne pas juger. Ne pas juger. On va leur dire, ben, t'as pas. Non, je te crois pas, c'est impossible. Tu peux pas être autiste, toi. Ou, à l'inverse, avoir peur. Ah, oh non, elle a des troubles. Elle a des troubles. Si sa personne-là, je vais prendre du recul, j'ai peur. Ben, c'est les deux. Autrement dit, c'est les deux choses à ne pas faire. Mais quelqu'un qui serait inconfortable dans le sens de parce qu'on le sait que quelqu'un qui est autiste, bien souvent aussi, neuroatypique, on va dire, euh, des fois, il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec regarder dans les yeux. OK? Donc, le Ouais. contact visuel. Puis le contact visuel, ça fait partie de ce qu'on appelle les habiletés sociales, les normes sociales. Donc, Ouais. on attend de toi que lorsque tu rentres à quelque part, dépendamment de la culture, bien entendu, que tu dises bonjour, que tu fasses un contact visuel. Mais les personnes autistes ont beaucoup de difficultés aussi à ça, à faire Oui. ça. Donc, Oui. comment réagir avec quelqu'un qui ne te regarde pas? Ben, tu sais, premièrement, c'est ça, c'est de conscientiser, comme elle vient de dire, informez-vous. Quand vous le savez, pourquoi il ne vous regarde pas? C'est pas parce qu'il est Exactement. gêné avec vous Ouais, précisément. c'est pas parce qu'il est gêné ou qu'il est mal élevé, là. C'est ça. Hum. C'est ça. Donc, ça peut être ça aussi, les tics. Beaucoup de personnes vont avoir des tics. Tu sais, certains, ça va être très, très évident. Donc, ils vont, tu sais, Oui. je sais pas comment ils appellent ça, là, mais en tout cas, il y en Du a. flapping, mais C'est ça ça. serait plus dans les cas, je veux dire, moins chez les Asperger adultes. Par contre, j'avais des tics quand j'étais très jeune. Ça, je me souviens que j'avais des tics, j'avais tendance à jouer ou, par exemple, à faire des affaires comme ça. Quand j'étais enfant, là, quand j'étais tout petite, je sais que ça l'agaçait énormément mes parents jusqu'à essayer de me corriger, de me donner des corrections, autrement dit la fessée. OK? Parce que ça les énervait. Ils disaient, il faut la dompter. Il faut la dompter parce que, autrement dit, il fallait que je rentre dans le moule. Hein? C'est que si je me mettais à faire des affaires de même, ben, c'était la fessée puis, dans ta chambre. Puis, bon, tu sais, des trucs comme ça, on va te dompter. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui avait le syndrome de la tourette, puis qui mangeait Ah, des claques en arrière de la tête parce qu'il n'était pas capable d'arrêter, puis que sa famille comprenait. Je me dis, voyons, ouais. on a tellement évolué, là, parce que santé mentale, à l'époque, là, c'était vraiment pas. C'était pas. Les gens n'étaient pas compréhensifs du tout. Hein? Non, puis on n'a pas besoin de remonter à 50 ans en arrière, on a juste à remonter à 20 ans en arrière. Que ces troubles-là étaient mal vus dans la société, très mal perçus, créer soit du dégoût, surtout le syndrome de la Tourette, créer du dégoût, parce que je sais, le syndrome de la Tourette, je pense qu'ils font des sons d'animaux, je pense, où ils peuvent insulter ou dire n'importe quoi qui n'a pas rapport. Donc, souvent, ces choses-là peuvent créer du dégoût, de l'effroi. Autrement dit,
beaucoup de choses. Donc oui, il y a un manque d'éducation beaucoup dans la société face à la maladie mentale et je trouve que c'est pas juste parce que bon, on va avoir de l'empathie pour une personne en fauteuil roulant ou avec, par exemple, je sais pas moi, la dystrophie musculaire, ce que je trouve normal, bien entendu, mais très peu, sinon pas d'empathie pour une personne qui souffre de troubles de troubles mentaux. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que les gens, hein, il y a un gros manque d'éducation en général. Puis ça, c'est pas juste au Québec, c'est at Non, non, large. non. Mais En là, France, c'est terrible. J'ai des amis qui sont en France, en Belgique, même chose. Ça fait ouais, à peu près une quinzaine d'années où on parle un peu plus d'autisme et de des maladies mentales, alors qu'il y avait une vingtaine d'années, c'était tabou. ouais. Mais Fait c'est que encore tabou. c'est encore tabou. Puis je pense que plus qu'on va en parler, plus qu'on va sensibiliser les gens par rapport à ça, Ouais. mieux que ça va être. Puis là, je peux juste vous dire tout de suite là, qu'il y en a parmi tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui ne croient pas. Hein, moi, ça m'est arrivé innombrable de fois de me faire dire que le TDAH, ça n'existe pas. Ah bon? Ah bon, OK. Parce que t'es gâté. T'as été trop gâté. Ah, c'est ça. Tes parents t'ont gâté. Tout le monde a un déficit d'attention, c'est ce qu'ils me Oui, disent. Tout le c'est ça. Tout le monde. monde est autiste. Ouais. Hey, arrêtez ça tout de suite. Si vous pensez ça, là, déjà là, vous avez des préjugés. OK? Oui. On arrête ça. Préjugés. Deuxièmement, si vous rencontrez quelqu'un qui a des symptômes, ou du moins des attitudes qui pourraient peut-être vous faire questionner. Donc, on parle de tics, hein, des tics, ça peut être des tics verbaux, ça peut être des tics physiques. Également, une personne qui ne veut pas ou qui a des difficultés au niveau soit du regard ou peut-être un regard trop intense des fois. Ça peut être le contraire. La personne ne sait pas quand. C'est tout au niveau des codes sociaux. Il y a Ouais. une difficulté à décoder. C'est pour ça qu'on va dire que les gens qui ont de l'autisme vont avoir de la difficulté à comprendre les jokes, vont avoir de la Oui, ouais, difficulté à moi, comprendre j'ai le de la deuxième. difficulté avec ça. Ben, c'est ça. Mais moi aussi, des fois, j'avais de la difficulté. Ça dépendait. Là, si j'étais comme stressée parce qu'on dirait que je me disais, faut que je rie. Puis des fois, moi, je suis comme 95% des jokes, je les trouve pas drôles. Tu sais. Fait que, Moi aussi, c'est la même chose. Et je suis pas habile pour faire rire les gens. OK. Moi Donc, non plus. C'est pas ma force. Je peux faire non, c'est rire pas du ma faute. monde, mais c'est vraiment pas ma force. Là. C'est pas mon point fort. Là. Quelqu'un me raconte une blague, des fois, je vais le regarder, il va dire, ben, tu ris pas, c'est pas drôle. Ben, je sais pas, je l'ai pas compris. Donc, voilà, c'est ça. C'est de comprendre que c'est le système cognitif. Le système cognitif, j'en ai parlé souvent sur ma chaîne. C'est quoi le système cognitif? Ça englobe le langage, ça englobe la mémoire, ça englobe la perception, l'encodage de l'information, l'analyse de l'information. Donc, quelqu'un qui a un système cognitif qui est différent, divergent, va pas percevoir les choses de la même façon, va pas comprendre le langage de la même façon, va pas l'exprimer de la même façon. Donc, on part à des niveaux qui sont tous différents dans la vie, peu importe si on est divergent ou non. Alors, c'est sûr que quand on part avec une neurodivergence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir des difficultés dans certaines sphères qui, pour les neurotypiques, vont juste faire comme, ben voyons donc, c'est bien niaiseux, comment ça, tu as de la misère, tu sais, c'est ça, c'est dans ta tête tout ça, donne-toi Oui, un effort, achète-toi un oui, agenda. exactement, c'est ça. Donne-toi un coup de pied dans le derrière. C'est ça. Fait que, T'es tu sais, si on peut. paresseuse. Par exemple, c'est ça, t'es paresseuse. C'est surtout des choses comme ça que j'entendais de ma propre mère. Hein? C'est parce que t'es paresseuse, tu fais pas d'efforts, tu t'écoutes, tu t'apitoies, c'est dans ta tête. Bon, t'es trop gâté. Oui, c'est tous Ouais. des trucs comme ça, là. Fait que faites pas ça, OK? Faites pas comme la mère Annie. Faites pas ça, OK? Si vous rencontrez quelqu'un ou si même votre enfant, vous soupçonnez peut-être que votre enfant aurait de l'autisme, ben c'est de l'encadrer autrement, OK? Toi, Annie, question comme ça, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire avec quelqu'un qui est autiste ou Asperger? Qu'est-ce que tu suggérerais si tu dis, même qu'une maman a dit, moi, j'ai mon enfant, là, je suis pas mal certaine que mon enfant est autiste. Qu'est-ce que tu suggérerais de ne pas faire avec son enfant?
Ben, de lui dire que c'est parce qu'il est trop gâté ou on t'a trop gâté ou il faut te dompter. On va serrer la vis pour te remettre dans le droit chemin pour que te faire comprendre que tu dois agir de telle façon. Mhm. Oh, je t'ai perdu, Annie? OK. Ça peut être dur pour un parent d'accepter le fait que son enfant est neuroatypique, OK? Mais il faut l'accepter parce qu'en faisant du déni, ben, ça ne va pas aider l'enfant à évoluer, à grandir, ça va lui causer des problèmes. Donc, le parent doit accepter la situation et s'entourer de bons pédiatres spécialisés dans l'autisme ou le TDAH, bon, tout ce qui est la neuroatypique. Il faut qu'ils s'entourent de ces spécialistes-là. Aujourd'hui, il y en a des très bons comparativement à il y a une vingtaine, trentaine d'années où c'était des vieux résidus de je ne sais pas trop où. Hein? Donc, aujourd'hui, il y a des très bons pédiatres spécialisés en autisme. Donc, les parents doivent s'entourer de ces gens-là et d'encourager leur enfant et respecter son rythme. Oui, respecter Ne le jamais rythme, dire je c'est vais te important. dompter. C'est la pire chose à dire à un enfant. C'est parce que c'est pas une question de discipline, là. Même si Non! vous donnez de la discipline, là, même si vous l'enfermez, vous le privez de manger, on ne changera pas le processeur dans le cerveau. Je ne sais pas quelle Alors, sorte de psychiatre que mes parents avaient été voir quand j'étais tout petite, mais je me rappelle que, autrement dit, si je faisais un meltdown, ce qui est courant chez les enfants, très jeunes enfants qui ont des problèmes d'Asperger, ben, il fallait me serrer comme ça, puis me mettre, autrement dit, faire ce qu'on appelle un pseudo-étranglement, OK? Partout, mais autrement dit, comme une contention, et me serrer tellement fort que, ben, finalement, ben, je me calme. Parce que c'est la douleur qui va, autrement dire, le fait que j'ai un peu de difficulté à respirer. J'ai fait que des dans le flashs de fond, ça. là, le psychiatre suggérait de quasiment tout Psychiatre. régler. Psychiatre. C'est complètement fou. Si vous C'était avez un pas, enfant, c'était pas mon père qui avait inventé ça. Là. Ces autres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Là. Je peux pas les en vouloir non plus d'une certaine manière. Les autres sont allés voir un soi-disant spécialiste. Je me rappelle que c'est un vieux bonhomme. C'est tout ce que je me rappelle. J'ai des flashs de ça, avec une barbe blanche. Il devait peut-être être dans les approches de 70 ans. Je veux dire, ce type-là a probablement vécu ce qu'on appelle l'époque de Duplessis avec les bains d'eau glacée, puis, je veux dire, des sévices corporels. oui, parce que c'est comme si vous connaissez un peu c'est quoi l'histoire de la santé mentale au Québec, ça fait frissonner. Ouais. C'est une histoire Oui, d'horreur, OK? C'est tout oui, simplement ça. L'histoire des Duplessis, déjà, c'est une oui, horreur. oui. On Je sais pas que arrive le Québec bientôt à était la comme. fin. Hein? Je disais, on arrive bientôt à la fin Oui. de l'émission. Je voulais te demander, en fait, avant qu'on se quitte par rapport à cette charmante entrevue que tu nous expliques, toi, s'il y avait une seule chose que tu aimerais que nos auditeurs retiennent aujourd'hui de cette entrevue-là, ça serait quoi précisément? Ben, de faire un peu plus preuve d'empathie envers les personnes neuroatypiques, de les accepter telles qu'ils sont, d'éviter justement de les rejeter parce que je pourrais dire que 99% des autistes, même ceux comme dans le type de mon mari, par exemple, qui est beaucoup plus introverti qu'extraverti, ne veulent pas subir le rejet. Donc, le rejet ou la méfiance envers les personnes qui sont neuroatypiques, parce que finalement, on est différent, on ne rentre pas vraiment dans le moule. Donc, il y a souvent des extrapolations. Les gens peuvent imaginer n'importe quoi. Bien sûr, la maladie mentale, le danger que peut représenter la maladie mentale, mais aussi il y a des gens qui peuvent penser qu'on est des manipulateurs, des pervers narcissiques. Bon, il y a toutes sortes de trucs, surtout là, le mot pervers narcissique qui est ajouté à toutes les sauces. Hein? Aussitôt qu'il y a un petit problème qui dévie un petit peu ou un petit problème au niveau des relations interpersonnelles. Ah, t'es pervers narcissique. Donc ça, là, c'est aussi la pire connerie qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui a un problème neuroatypique.
On ne fonctionne pas de la même manière. On peut être très direct, mais ce n'est pas de la perversion narcissique. Des fois, on oublie les codes, je veux dire, de bienséance, parce que tout est codé dans la société. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une méthode parfois quand on veut demander, par exemple, un service ou des choses comme ça. Des fois, on s'exprime mal et ça peut être perçu comme de la manipulation ou des trucs comme ça. Alors que c'est vraiment pas dans le but de causer des problèmes. Donc, je trouve que les gens, que ce soit au Japon ou que ce soit au Québec, que ce soit partout, c'est toujours le même problème, manque d'empathie. Manque de tolérance. Manque de compréhension ou d'éducation plus qu'un manque d'empathie parce que dès qu'on est touché, si vous avez un proche qui a de l'autisme, vous êtes automatiquement informé, hein, j'espère en tout cas, vous savez. Mais si on ne connaît personne autour de nous qui est autiste ou qui a une neurodivergence, on ne peut pas savoir. On sait ce qu'on entend, on sait ce qu'on pense, ce qu'on comprend. Mais comme Annie vous l'a dit, ce qui est important, c'est premièrement de vous informer. Nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est de la sensibilisation. Hein, on sensibilise les gens. Hey, avez-vous pensé qu'ils vivent, toutes les personnes autistes vivent autour de nous, puis elles vivent ces difficultés-là à différents niveaux. Puis chaque personne est différente, mais ce qui est important, c'est l'inclusivité. Tu sais, moi, quand on parle d'inclusivité, là, avec l'arc-en-ciel, là, moi, j'y crois pas à ça. Je sais que maintenant, ils essayent de rajouter l'autisme avec l'arc-en-ciel LGBT. Ça n'a aucun rapport, OK? Pour moi, l'inclusivité, c'est ça. C'est d'inclure toutes les personnes, peu importe c'est quoi leur diagnostic, qui est un diagnostic physique ou mental, cette personne-là a le droit d'avoir une vie remplie. C'est sûr, ça va être plus difficile à certains niveaux, mais faut laisser la porte ouverte, OK? Moi, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Laissez la porte ouverte. Les personnes neuro-atypiques, c'est des personnes qui méritent d'être connues. C'est des personnes qui ont plein de capacités, hein, plein de bonnes choses à vous apporter et peut-être même vous emmener une différente façon de penser. Tu sais, on se dit toujours, oui, OK, tu sais, puis on pense dans notre tête toujours de la même façon, mais les neuro-atypiques, ils emmènent d'autres choses, d'autres côtés, d'autres facettes. Oui. C'est des relations qui peuvent être enrichissantes, apprendre à découvrir des différences, on s'enrichit de cette manière-là aussi. Donc, bref. Ben, merci beaucoup, Annie, d'avoir participé aujourd'hui à mettre des mots sur les mots. C'était très intéressant, très enrichissant. On va te souhaiter un bon succès pour ta chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, allez vous abonner, OK? Allez vous abonner. Puis là, si pour tes œuvres d'art, y a-tu un endroit, si les gens seraient intéressés, par exemple, à acheter j'ai ma chaîne Instagram. Où est-ce que parfois je diffuse, je mets des photos, des choses que je crée et tout ça. Les gens peuvent juste m'envoyer un DM puis poser des questions directement sur le produit en question qui les intéresse. Et j'ai aussi en plan que je pense, mais c'est parce que je ne sais pas comment faire. Tu sais, c'est ça souvent quand on a des problèmes de même, on a toujours besoin d'aide de quelqu'un. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si on a le droit d'avoir 2 chaînes YouTube. Ben oui, tu peux en avoir 25 si tu veux. Ah ouais, parce que j'aimerais ouvrir une chaîne, parce que je sais qu'il faut avoir des niches. Hein. Si tu as une chaîne YouTube et que tu parles de toutes sortes de sujets, tu n'auras pas d'abonnés. OK? Donc, j'aimerais ouvrir une chaîne spécialisée dans des troubles neuroatypiques. Asperger, TDAH, des choses comme ça, et en parler, justement. Donc, c'est un projet. Je vais peut-être aussi ouvrir une chaîne YouTube sur ce sujet-là, où je vais faire des vidéos, je vais parler de mes expériences, un peu comme on a fait aujourd'hui. OK? Et ma chaîne d'information sur le Japon. Bien, ce serait très intéressant, mais tu sais, moi, je peux te dire, oui, je sais l'histoire des niches, là, mais moi, je suis une personne qui se divise beaucoup. J'ai 3 chaînes YouTube, là. J'ai plusieurs comptes X. Tu sais, c'est comme à un certain moment donné, ça devient chercher les abonnés. C'est ça le problème. Ça fait
quasiment 4 ans, je pense que ma chaîne est ouverte. Puis je suis bloquée à peut-être quoi, 300, 400 abonnés, pas plus. Donc, des fois, c'est Pour YouTube, décourageant. C'est pour ça que je. Hein? si tu veux, on pourra s'en reparler, mais pour YouTube, il faut être Ouais. constant. Il faut que tu diffuses Oui. à toutes les semaines. Si tu veux des OK. abonnés, il faut vraiment. C'est ça, hein? C'est que c'est comme tu es un channel, tu es comme une chaîne de télévision de diffusion. Mm. Si tu t'en vas, mettons, sur la chaîne, puis la personne, elle n'a pas diffusé de vidéo, elle n'a pas uploadé de vidéo, les gens n'ont pas tendance à s'inscrire. Mais Ouais. là, à la maison, tu sais, aller l'encourager, c'est important. Puis, ben, tu sais, peut-être que le fait, justement, d'avoir plusieurs abonnés va t'inciter à faire plus Oui, de c'est vidéos. plus stimulant. C'est plus stimulant. Donc, Ben, voilà. ben oui. Donc, ben, en tout cas, je te remercie encore, hein, parce que c'est vraiment la première fois où il y a quelqu'un ben, qui me dit OK, hein, parce que la plupart, il y en a beaucoup, hein, de YouTubeurs. Moi, j'avais souvent approché aussi pendant la COVID, hein, parce que je voulais dire, ben, écoutez, ce qui se passe au Québec, ce qui se passe en France, c'est pas global. Je pourrais, moi, vous donner mon témoignage de ce qui s'est passé au Japon. Mais la plupart, ils ont regardé le nombre d'abonnés. Ils ont dit, ah non, elle n'a pas d'abonnés, ça va m'apporter quoi de l'inviter? Donc, tu vois un peu le genre. Donc, Ben, souvent, moi, ils ça vont regarder le m'intéresse nombre pas. d'invités. Hein? Moi, je m'en fous des abonnés, là. Moi, ce qui Ouais, c'est m'intéresse, ça, c'est des mon abonnés. Ouais, c'est témoignage. ça. Fait que les autres, ils vont regarder. Il y en avait beaucoup, là, de YouTubeuses, là, ou YouTubeurs qui ont ils ont peut-être quoi, des milliers d'abonnés. Mais tu sais, même OK. si tu les approches, tu lui dis, ben, je peux te livrer mon témoignage de ce qui se passe au Japon. Ben ouais, mais tu as juste 100 quelques abonnés. Ça m'apporte quoi, moi? OK. Bon, c'est assez spécial, mais il Oui, y a de c'est tout pour spécial, mais faire ils sont, tout. je pourrais dire, 99% ils sont comme ça. Ils vont lever le nez si tu n'as pas d'abonnés. Ben, en tout cas, moi, je vous dis à la maison, si vous êtes intéressé à passer à mettre des mots sur les mots, vous m'écrivez. Je m'en fous si vous avez une chaîne YouTube ou pas. Je m'en fous si vous avez juste un abonné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre votre témoignage comme aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité des gens. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la sensibilisation. N'hésitez pas. Vraiment, là, c'est ça l'objectif. Moi, je permets aux gens de venir livrer leur témoignage. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de savoir c'est quoi l'autisme. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'autisme aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, il y a un problème. OK? Alors, si vous êtes intéressé, vous écrivez à pattydegypsy@protonmail.com. Si vous êtes intéressé à vous abonner à la chaîne, tous les liens vont être inscrits dans la description. Vous ne vous gênez pas, vous encouragez Annie. Et si vous avez des questions, vous pourrez également lui poser. Donc, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Encore un gros merci, Annie, d'avoir accepté de passer à mettre des mots sur les mots. C'est Et moi qui te puis, remercie. je vous dis à la maison, à la prochaine. Ciao! Bye bye!